Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Dimanche 17 avril 2022, jour doublement saint, jour des cultes, messes et autres retrouvailles de louange et de reconnaissance à Dieu Tout-Puissant qui se double aujourd'hui avec la célébration de la résurrection bien sûr de Jésus-Christ, mort sur la croix. Il a triomphé des morts et s'est ressuscité ce jour, soit le troisième jour de sa mort. Il est venu ramasser nos péchés avant de retourner encore quelques jours après auprès du Père Céleste pour la vie éternelle. Nous consacrons ces 5 ou 10 premières minutes pour méditer sur la portée de cet événement et le sens de votre existence, de notre existence ici-bas. Nous, c'est Jacques Jacouti, à gauche, en tout blanc habillé, comme un prêtre burkinabé. Il est le fils bien-aimé d'un révérend père. Il est journaliste, moraliste, analyste. Et à droite, nous avons mon ami Jules Ferry Agbo. Il est analyste politique, ambassadeur bien sûr du genre et développement. Et puis il n'est pas que ça, il est également président national du mouvement Fort et Grand. Alors c'est avec ce duo que nous allons célébrer la messe. La technique aujourd'hui est assurée par Antoine Essokassi, au cadrage bien sûr. Et puis c'est Simone Aoui qui nous met en orbite. Elle est la touche à tous les boutons pour nous mettre en orbite sur tous les canaux, le local, YouTube et Facebook. L'évangile sera l'évangéliste, donc celui qui va nous lire les évangiles, c'est bien Djelil Deja. Voilà, c'est lui que vous allez entendre sur nos différents évangiles. Moi, vous me connaissez bien, c'est Eric Talandais, le prince héritier de la Bina. Ceci dit, commençons la messe alors qu'il est 13h48, eh bien, à la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième, et même heure à Kara et à Mandouri. Jacques, comme je le disais tantôt, plus haut d'ailleurs, ce jour est un grand jour pour vous et moi, pour Jules Ferry, pour Mademoiselle là, pour Essokassi Antoine. En tout cas, je ne sais pas son évidence, mais à le voir, c'est vrai, quelle que soit son évidence, aujourd'hui est un grand jour pour nous. Alors, Jacques, que représente cette journée pour nous, chrétiens? Merci Eric. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer les téléspectateurs et téléspectatrices également qui nous suivent actuellement et souhaiter à chacun, à chacune joyeuse fête de Pâques. Vous savez, aujourd'hui marque le début de notre croyance en Dieu, en Christ le Sauveur. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, notre adoration sera vaine. Donc il est ressuscité, nous avons l'espérance qu'il est parti, il reviendra un jour pour nous chercher. Vous savez, il est mort, c'est un mystère, sa résurrection également, sa venue également nous l'attendons. Il est venu, comme vous l'avez si bien dit, il a apporté effectivement nos péchés et par sa maîtrissure, aujourd'hui, ceux qui sont malades reçoivent leur guérison. Son sang qui a coulé pour nous constitue également pour chacun d'entre nous la vie, l'espérance, le bonheur et le salut. Donc je voudrais une fois encore souhaiter une joyeuse Pâques à tout un chacun et l'espérance qui est en Christ, l'espérance que nous avons en Christ, l'espérance là nous fera vivre et avoir réellement de l'espoir qu'un jour nous le verrons, qu'un jour également notre désespoir se transformeront en espoir, nos maladies il les a déjà emportées et que Dieu fasse en sorte que notre pays, le Togo, soit également en paix. Merci beaucoup, Jacques, que votre message atteigne qui de droit et que chacun puisse
s'en servir pour un changement de mentalité. Jules Ferry, votre nom me rappelle un historien du 19e siècle. Votre avis me plaît sur cette journée également. J'espère que vous êtes chrétien. Oui, je suis chrétien. Chrétien. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Elle représente quoi pour vous? Jésus est mort, crucifié, mais il va triompher des morts pour se ressusciter 3 jours après. Quel enseignement nous vivants, nous devons tirer? Tout d'abord, je tiens à faire un coucou aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Pour cette journée, c'est une journée spéciale pour les chrétiens et surtout pour la ressuscité de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Et je pense qu'il a été clair que tout est accompli, comme on l'a dit, et nous vivons sous sa protection. Et si aujourd'hui, ce jour-là nous rappelle le jour de sa résurrection, nous devons toutefois dire merci à Dieu. Ce n'est pas un jour où il faut boire, manger, danser, autre là, mais c'est un jour où il faut prier, remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour et prier toujours pour la paix, pour notre nation. Et ensemble, je pense que nous pouvons toutefois relever les défis. Et c'est un jour de nouveau départ. Et pour ceux qui ne se sont pas encore convertis, je crois que cet événement de Jésus doit nous exhorter tous à nous confier à Dieu. Comme le disait Blaise Pascal, à ceux qui hésitaient à croire en lui parce qu'ils ne savent pas s'il existe ou pas. Alors, Blaise Pascal leur disait ceci, je le cite, « Croyez en Dieu. S'il arrive qu'il existe, vous avez gagné. Mais s'il n'existe pas, vous n'avez rien perdu non plus. » Et donc, à partir de ce jour, ceux qui hésitent encore, eh bien, sachez que Jésus est venu avec un message. Faites comme moi et vous serez bénis. Eric, ce qui est intéressant, oui. Actuellement, les musulmans sont également en carême. Oui. Aujourd'hui, les chrétiens célèbrent la résurrection de Christ. Je crois que c'est vraiment une opportunité et que chacun d'entre nous, nous puissions nous souvenir de ce que nous sommes et également porter les fardeaux des uns et des autres. Oui. Au moment où les chrétiens célèbrent effectivement la résurrection, les musulmans sont en carême. En carême. Et j'ose croire que vu ce carême et cette résurrection, j'espère que tout ce que nous demanderons pour nos familles, pour nous-mêmes, Dieu est prêt à les exaucer. Et ma prière est que Dieu puisse aider également nos frères musulmans à achever également bien leur carême pour que tout ce qu'ils demandent également au cours de leur prière quotidienne, que Dieu également puisse exaucer à ces prières. Une fois encore, bon jeûne et bon carême aux musulmans et demander aux chrétiens de rester toujours attachés à ce Dieu pour que tout ce qui est mort en eux ressuscite selon ce que la parole de Dieu a dit. Et j'ajoute toujours en m'inspirant de la Bible que tous ceux qui croient en Dieu ne meurent pas et ne mourront pas, car la vraie vie c'est après la vie sur la terre. Cette semaine qui s'achève a été très chargée pour l'exécutif togolais qui s'est transporté dans 2 localités du Grand Septentrion pour réfléchir sur la destinée du pays à travers le séminaire gouvernemental le 8 et 9 avril à Kara et puis le conseil des ministres le 10 avril à Mandouri. À Kara, c'est la feuille de route gouvernementale qui a été sur la table de discussion pour études et évaluation. De près ou de loin, les confrères de la presse écrite ont recueilli les échos de ces rencontres pour leurs lecteurs et leurs lectrices. Avec cette voix de Dieda Djeli.
Le Mania libéré fait allusion aux activités du gouvernement les 8, 9 et 10 avril dernier à l'intérieur du pays et précisément à Kara et à Mandouri. À Kara pour le séminaire et à Mandouri pour le conseil des ministres. Tout en détail pour ses lecteurs et lectrices. À Mandouri, au Conseil des ministres, d'importants sujets auraient été au menu des échanges, comme le révèle la Nouvelle Opinion, qui ajoute que le président Faure a saisi l'occasion pour communier avec la population de Pendial. À Kara, nous dit le messager, c'est la feuille de route gouvernementale qui a été passée au peigne fin, puis évaluée dans ses détails, ceci en vue d'apprécier son état d'avancement. L'exécutif aurait identifié les difficultés rencontrées, puis proposer des solutions pour l'avancement des projets et actions contenus dans la feuille de route, comme on peut le lire dans Togo Réveil. Et le journal de conclure en précisant que c'est le premier séminaire gouvernemental de l'année 2022 qui s'est tenu à plus de 400 km de Lomé. Je reviens pour le décryptage. Jacques, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais avoir votre avis par rapport à cette innovation du gouvernement d'organiser les séminaires gouvernementaux et même les conseils de ministres de ville en ville et hors de la capitale Lomé. Dans un passé un peu reculé, on les avait sentis à Vougan, après à Sotouboua, à Kanté, ils étaient entre-temps déjà à Kara, et les revoici jusqu'à Mandouri, sans oublier Gando dans le Ti, où ils étaient aussi il y a 3 semaines. Qu'est-ce qui explique ce nomadisme selon vous? Je ne pense pas que ça soit un nomadisme, mais je crois que c'est tout juste pour permettre aux uns aux autres de toucher la réalité du terrain. Je crois que c'est une très bonne chose. Vous savez, le tout récent Conseil des ministres à Mandouri a permis à certains ministres de découvrir effectivement le Togo profond. Ouais. Je parie qu'il y a certains ministres, à part Kara, ils n'ont plus franchi Pia, justement. À part Pia, les gens ne connaissent même pas l'intérieur du pays. Et certains étaient étonnés que le Togo regorge tellement de richesses et que le Togo est également si profond. Je crois que c'est une très bonne chose et de permettre effectivement à nos ministres de pouvoir aller dans ces localités-là et découvrir la réalité de ce qui se passe au niveau de cette localité. Et vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de Gando, vous avez parlé également de Mandouri. Vous savez, avec l'axe de développement que le gouvernement est en train de mettre également en branle actuellement, et il était nécessaire à ce qu'ils puissent aller sur le terrain pour voir de visu les réalités et les besoins également des populations. Et je crois que si vous lisez par exemple l'axe par exemple de Mandouri, vous voyez qu'il y a 13,5 milliards qui ont été prévus pour le développement de cette localité. On nous a parlé de l'axe de l'agriculture, l'axe de la santé, l'axe également des pistes rurales, la construction également des infrastructures par rapport aux écoles. Je crois qu'il y a également l'agriculture. Vu tout ce qui s'est passé et les décisions prises au cours de ce Conseil des ministres et par rapport aux actes de développement, je crois que c'était une très bonne chose de le faire. Et permettre également à ces ministres de voir en réalité ce qui se passe dans les régions. Ce n'est pas seulement de rester à Lomé quand on est dans ces bureaux et ne pas savoir de visu ce qui se passe à l'intérieur. Il y en a qui ne vont vers leur population que à la veille des joutes électorales. À part ça, je vous dis que certains ne connaissent pas certaines localités. Et je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Reste maintenant le plus important pour nous, et ce que nous attendons également du vœu de notre cœur, c'est que ce qu'ils ont pris comme décision dans ces localités-là puisse se réaliser. Parce que quand on parle aujourd'hui des forages, des retenues d'eau dans ces localités, il faut aller voir ce qui se passe. Quand on vous parle également des centres de santé, vous ne pouvez pas imaginer que dans cette localité dont on vous parle aujourd'hui à Mandouri, lorsqu'une femme est à terme qu'elle veut accoucher, soit c'est un chameau, on prend la femme, un vélo. Voilà, la femme sur le chameau ou bien sur le vélo, les tricycles, avant de l'amener également dans les centres de santé. Et quels centres de santé? C'est les cases de santé.
Donc je crois que avec ce qu'ils ont fait au niveau de l'intérieur du pays, c'est une très bonne chose. Il faudrait maintenant qu'on puisse traduire également ces faits-là et que les populations trouvent effectivement satisfaction par rapport aux décisions prises. Quand vous prenez également un pas de l'eau, aujourd'hui vous allez dans ces localités, les femmes traversent également, vous allez voir, 30 km pour avoir un seau. Vous pouvez imaginer? Elle va. Et parfois c'est dans les rivières. Bien sûr. Elle partage l'eau avec. Et avec les bœufs, et les moutons, les chèvres. Dès que les bœufs, les moutons la quittent, c'est en ce moment qu'elles vont, elles puisent l'eau là pour amener à la maison. Donc je crois qu'il faudrait également les forages, comme le gouvernement l'a si bien dit. Nous croyons et nous osons croire que cela va se réaliser, cela va se matérialiser pour que effectivement nos populations puissent trouver également de l'eau à boire. Vous savez que qui connaît un peu Mandouri, vous savez que c'est une ville qui est entre le Burkina et le Bénin et qui parle également on parle aujourd'hui des djihadistes. Vous savez que c'est un terreau fertile également pour ces gens-là. Les jeunes, si on ne les occupe pas, attendez voir ce que ces jeunes-là soient recrutés par ces djihadistes, ces terroristes, pour pouvoir alimenter effectivement leur réseau. Donc je crois que aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement prenne le taureau par les cornes. Ce qu'ils sont en train de faire également au niveau de l'intérieur du pays, c'est une très bonne chose, mais plaise à Dieu que cela également, cela puisse se traduire en réalité pour que demain, quand une femme par exemple tombe enceinte, quand elle est en terme, qu'elle puisse aller également dans cette carte de santé-là coucher sans problème. Lorsque les femmes veulent puiser également de l'eau, qu'elles ne puissent pas parcourir des kilomètres pour avoir de l'eau. Lorsque par exemple un parent veut scolariser son enfant, qu'on puisse avoir les bâtiments, qu'on puisse avoir des écoles disponibles pour la scolarité également de ces enfants. Quand on parle de l'agriculture, lorsque par exemple les paysans veulent aujourd'hui cultiver, que les paysans puissent avoir les intrants, c'est-à-dire l'engrais, pour pouvoir cultiver au niveau de leur champ. Donc je crois que c'est des actes prioritaires que le gouvernement a recensés. Espérons que cela puisse également se traduire en réalité et dans les faits. Moi, c'est mon espoir, c'est mon vœu le plus absolu. Et une fois encore, je crois que c'est une très bonne chose ce que le gouvernement a entrepris. Il faudrait que cela puisse continuer. Et l'autre aspect, vous savez, en 2005, quand M. Faure Gnassingbé accédé au pouvoir, vous savez, il était question de ce qu'on puisse célébrer la fête de l'indépendance d'une façon rotative de ville en ville. Et on l'a fait déjà d'abord. On l'a fait d'abord, mais vous voyez que cela n'a pas tellement donné parce qu'il y avait un financement pour la construction du marché de la ville de Dapon. Mais pour ceux qui connaissent aujourd'hui Dapon, quand vous allez au niveau de ce marché, vous constatez que ce n'est pas un marché. En fait, c'est des hangars. C'est des hangars à bétail qu'on a eu à construire. Ce n'est pas un hangar où les gens peuvent aller effectivement pour vendre. Donc je crois que c'est des choses quand même il faut valoriser, revaloriser même dans nos régions, dans nos villes. Il faudrait qu'aujourd'hui que cela puisse continuer et que le gouvernement puisse pérenniser les actions et les actes qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à l'intérieur du pays. On constate quand même que Dapon n'est pas le parent ou l'héritier pauvre des gouvernants. On se rappelle que c'est là-bas qu'on avait lancé aussi le premier, je ne sais pas comment on l'avait appelé, sommet de l'agriculture. Le premier sommet de l'agriculture, c'est là-bas qu'on a fait une expérience de la fête de 27 avril délocalisée. Cela veut dire que Dapon, les dirigeants ont Dapon dans leur agenda. Et donc, il faut maintenant mettre les moyens pour que cette ville, en fait, c'est une ville stratégique et touristique d'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance de faire un tour là. C'est une ville touristique et puis où les ONG peuvent investir et autres. Il reste à lui donner une certaine visibilité. Alors, Ferry, je ne sais pas si vous avez voyagé jusque-là une fois. Alors, des gens se demandent si ce n'est pas assez loin, c'est à plus de 400 km de Lomé. Et des gens se demandent si ce n'est pas des dépenses supplémentaires. Il faut se déplacer et certainement que c'est avec l'argent du contribuable, notre argent. Il faut aussi ériger des tanks climatisés et tout ça qui va avec tout ce qui va avec les introductions, c'est des dépenses supplémentaires, c'est délocalisation des séminaires et conseils des ministres. Comment vous trouvez cela? Non, monsieur Eric, ce qu'ils disent là, c'est juste du blablabla. Parce que, tel que le grand frère l'a dit,
ce séminaire qui a eu lieu à l'intérieur du pays, c'est très important. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui dans la sous-région, si vous voyez, les pays sont toujours touchés par le nord. Et si vous trouvez notre situation pour ceux qui voyagent un peu vers là, vers la frontière de Togo-Burkina, vous allez voir nos frères et sœurs qui sont dans des coins très reculés. Je ne sais pas si ces personnes-là aussi auront la chance de voir le goudron un jour pour savoir ce qui se passe en ville ou autre là. Donc, normalement, nous devons toutefois féliciter le gouvernement pour ces initiatives-là. Ça permet aux ministres et aux autorités de toucher la réalité du terrain. Aujourd'hui, on peut envoyer quiconque à l'intérieur du pays, va faire une étude, vient rendre un rapport pour qu'on puisse voir quelles sont les initiatives à prendre pour aider ces populations. Il peut donner autre chose. Mais en tant que premier responsable, homme de vision, son excellence Faure Gnassingbé Gnassingbé, il prend le risque parce que à ce moment, nous devons savoir que notre pays est en train d'être tenté par ces djihadistes-là pour pénétrer. Surtout vers cette partie du Nord. Cette partie du Nord. Mais s'il prend le risque de séjourner pour pouvoir visiter les coins et autres là, vous devez savoir que l'homme a toujours cette habitude d'anticiper les choses avant que cela ne soit trop tard. Donc nous devons les féliciter. La seconde chose, il faudrait aussi, comme le grand frère l'a dit, avoir la volonté pour que ces décisions prises soient réalisées en faveur de nos populations. Puisque si ça ne va pas, les jeunes, ce sont les plus exposés. C'est les plus exposés à manipuler à tout moment. Donc, il faut d'abord voir ce qui est nécessaire à faire, comme les hôpitaux, les écoles et autres là, parce que c'est la première des choses. Pour ce qui concerne les loisirs, ce n'est pas le temps de loisirs ça. Il faut laisser ce côté de loisirs et encourager nos gouvernants à avoir l'habitude maintenant de réaliser les choses. Je l'ai toujours dit chaque fois que cette équipe de gouvernement, c'est une équipe locale et une équipe de terrain. Vous allez voir, depuis que Madame le Premier ministre a pris le commandement, vous allez voir que chaque jour, ils sont sur le terrain. Chaque jour, ils sont sur le terrain. Ce n'est plus une question de rester au bureau pour appeler, voir quiconque. Donc, nous devons les encourager, prier pour qu'ils puissent être en bonne santé et que les choses aillent mieux. Nous n'allons pas encore crier victoire, mais ayons le courage de féliciter l'effort qu'ils sont en train de faire. D'accord. Mon président, j'avais oublié de préciser que vous êtes le tout premier président du Conseil national des patrons de presse. Mon président, je vous ramène cette même question pour avoir votre analyse là-dessus. Je parlais des dépenses. Des gens se demandent si ce n'est pas des dépenses supplémentaires que de déplacer tous les 30 ou 31 ministres de Lomé à Sinkassé ou de Lomé à Ou. En plus, sur les lieux, on doit dresser un tank climatisé et qu'on va décoiffer après. Bon, les gens se disent, cet argent aurait servi à faire quelque chose. Oui, vous savez, il faut quand même, comme je le disais tout à l'heure, il faut sortir pour toucher du visu ce qui se passe. Je vous disais tout à l'heure que il y a certains ministres, c'est vous qui l'avez même précisé, qui n'ont jamais franchi Pia. Là, ils se sont arrêtés, c'est au niveau de l'aéroport de Niamtougou. À part ça, les gens ne connaissent pas le Togo profond. Je crois qu'avec ces déplacements, il faudrait quand même que les gens aillent pour toucher de visu et voir ce qui se passe. C'est vrai que les gens vont parler des dépenses. Ça, il faut le reconnaître que déplacer tous les membres du gouvernement, ce n'est pas aisé. Il y a la sécurité, il y a la ration alimentaire, il y a également le carburant. Tout ça, ce n'est pas facile. Ça, il faut le reconnaître. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faudrait également, avec ces déplacements, que le gouvernement puisse réfléchir pour voir comment construire effectivement les centres d'accueil, ou s'ils vont par exemple au niveau de l'intérieur du pays,
la rue peut par exemple tenir ce genre de réunion. Ça serait vraiment également une bonne chose. Il ne faudrait pas tout le temps, lorsque le gouvernement veut se déplacer, et comme vous l'avez dit, qu'on construit des tentes, après on démolit ces tentes et on revient. Mais je crois que l'endroit où on a par exemple érigé ces tentes-là, il faut réfléchir pour voir comment développer ces endroits. Pour créer voilà, stable dans ces endroits. On a vu, cela avait commencé au niveau de Kanté. Entre-temps, on avait cru que peut-être après avoir démoli cette tente, on pouvait ériger ne serait-ce qu'un bâtiment au niveau de cette localité. Ça n'a pas été fait. Mais je crois qu'il faudrait que le gouvernement mette également dans ses axes prioritaires la construction également de ces centres-là qui peuvent accueillir beaucoup de choses dans ces localités. Ça pourrait également permettre le développement également de ces localités. C'est vrai, c'est des dépenses, mais c'est des dépenses quand même qu'il faut comprendre. Et ils ne sont pas allés pour le plaisir, ils ne sont pas allés seulement pour se promener, mais ils sont allés également au contact des populations pour voir effectivement toucher de visu ce qui se passe. Donc je crois que il faudrait également ça, il faudrait que les ministres sortent. Je crois que c'est pour une première fois, parce que les gouvernements qui ont passé, on n'a pas vu cela, mais le président est en train de le faire. Je crois qu'il faut, par rapport aux dépenses, taisons effectivement nos querelles, mais invitons effectivement le gouvernement à développer nos localités. Ça, c'est très important. Il faut que nos localités, on puisse les développer. Ils sont allés par exemple à Mandouri, ils ont vu ce qui se passe au niveau de Mandouri. Et je parie qu'il y a certains ministres qui doivent tomber de nu pour voir les réalités de ces localités-là. Vous savez, Eric, nous on connaît bien les localités. Quand par exemple vous voulez faire un forage maintenant dans une localité, vous le faites, peut-être que vous allez trouver une population peut-être de 10 personnes seulement dans cette localité. Vous allez vers peut-être 25 km avant de trouver également une autre population. Vous voyez que le développement au niveau de cette localité-là, c'est un peu compliqué. Mais je crois qu'il faudrait que le gouvernement mène effectivement les études appropriées pour voir comment aider ces populations. Vous avez parlé des ONG qu'il faut féliciter au niveau des savanes. Moi, je les félicite beaucoup. Vous prenez par exemple, il y a une ONG au niveau de Dapang qu'on appelle Rafia, qui fait un bon travail. GZ, la Croix-Rouge, il y a beaucoup d'ONG qui sont là-bas, qui font beaucoup de choses dans cette localité qu'il faut vraiment encourager. Nous ne sommes pas, il ne faut pas penser que nous sommes les derniers de la région. Comme le dirait quelqu'un. Pas du tout. Nous ne sommes pas les tout derniers de la localité. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même des problèmes. Il faut effectivement aider cette région-là dans beaucoup de domaines. Et puis, pour un tour que j'ai eu à faire là-bas, c'est une ville aussi touristique. Bien sûr. Si on la valorise, c'est une ville touristique. À ce propos, mon président, le journal Togo Matin parle d'un programme d'urgence pour les savanes. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous qui êtes fils du milieu, vous y allez régulièrement? Il s'agit de quoi exactement? J'ai parlé tout à l'heure de ce programme. J'ai parlé de l'axe au niveau de l'agriculture, les pistes rurales, et la construction également des écoles, la construction également des cases de santé, et il y a également l'axe des forages. Donc je crois que ce sont les actes prioritaires aujourd'hui que le gouvernement a cerné dans cette localité-là, et le gouvernement voulait mettre en branle effectivement tous ces projets. Donc c'est pourquoi j'encourageais tout à l'heure le gouvernement à le faire, parce que nous avons besoin de l'eau au niveau de cette localité. Nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des cadres de santé. Parlant de l'agriculture, vous savez, il faut les intrants, des routières dans cette localité. Je crois que voilà un peu les actes sur lesquels le gouvernement voulait tabler, parlant de 2022-2025, d'une enveloppe de 13,5 milliards que le gouvernement est en train de vouloir mobiliser pour effectivement développer cette localité. Je crois que ça serait vraiment une très bonne chose si le gouvernement arrive à mettre effectivement sur pied ce programme et ce projet, et si ce projet-là se réalisait, je crois que c'est une souffrance de moins par rapport à ce que ces populations-là vivent dans ces localités. Et comme c'est dans le mois béni de Ramadan et de Tabaski et de Pâques que la décision a été prise sur les lieux, je crois que ça va être exécuté, réalisé. On sait qu'entre-temps, Jules, après l'attaque de Salwanga, lorsqu'il s'était rendu sur les lieux,
le chef de l'État. Il a découvert les réalités et a instruit de faire quelque chose pour renforcer la résilience des populations par la réalisation des projets sociaux. 5 mois après cette annonce, qu'est-ce qui a changé, puisque c'est toujours chez vous? Vous allez nous dire sur le terrain ce qui se passe, ajouter à ce qu'on vient d'ajouter. Bon, il faut reconnaître que... Est-ce que quelque chose a commencé oui. Après le passage pour ceux qui ont visité Salonga, pourront vous le dire. Aujourd'hui, quand vous prenez l'aspect des pistes rurales, cela a été tracé. L'aspect disons des forages, également, il y a des forages également. Et vous prenez également les cas de santé aujourd'hui, il y a quelques cases qui ont été réhabilitées. Vous prenez également les salles de classe, il y a également les salles de classe qui ont été réhabilitées. Et entre-temps, vous avez vu que l'armée également avait fait une tournée dans cette localité par rapport aux soins des populations. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que quand même il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans cette localité par rapport à ces djihadistes, par rapport à ces attaques. Mais vous savez, quoi qu'on dise, Eric, quand on parle de ces djihadistes, quand on parle de ces terroristes-là, vous savez, c'est des hommes invisibles qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas les contrôler. Mais il est important que population, qu'on puisse les sensibiliser la population par rapport à ce danger-là. Parce que, vous savez, tout part du nord. Par rapport à ces attaques. Vous prenez le Bénin, c'est par le nord. Oui. Vous prenez le Burkina, c'est par le nord. Vous prenez le Niger, la Côte d'Ivoire, partout, c'est par le nord. Parce que c'est des localités les localités qu'on a beaucoup abandonnées. On a abandonné ces localités et les gens souffrent tellement dans ces localités-là. Si bien que ces localités deviennent des terreaux fertiles. Lorsque quelqu'un vient, il vous propose quelque chose, vous êtes obligé d'accepter. Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que les gouvernants puissent réfléchir plus, voir comment développer effectivement le Nord. Du moment où le Nord est développé par rapport aux 5 axes prioritaires dont le gouvernement a énoncé, je crois que cela vraiment aider les gens à ne pas trop se focaliser également sur ce genre de choses. Parce que lorsque les gens sont dans leur localité, ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez? Lorsque quelqu'un vient leur proposer quelque chose... quand les gens arrivent, ils ne trouvent pas les bras valides, parce que les jeunes qui doivent au moins dissuader... Bien sûr, vous savez... Ils se sont agglutinés à Lomé à la recherche de l'emploi. Du bien-être. Il y a un jeune dans la localité, on lui a posé la question, pourquoi il veut aller vers ces gens. Il dit non, mais comme on l'a promis de lui acheter un vélo, il est prêt à aller. L'autre fois même, je disais qu'ils ont retrouvé plus de 200 Ghanéens et autres là, dans le lot des terroristes arrêtés au Mali. Ce qui veut dire qu'au nord de nos pays, quand la situation devient très compliquée comme ça, même si on te propose même 10 000, le petit est parti. L'autre fois, j'ai échangé avec une autorité burkinabé qui me parlait de certaines propositions, disant que le port de Lomé, par rapport aux 3 pays, le Burkina, le Mali, le Niger, que si ils arrivent à faire les parcs comme TP3 et autres là, vers Kara, Saint-Cassé, Dapaon, des grands parcs, ce qui veut dire que certaines marchandises qui viennent ici, comme les gens partent au port pour payer les marchandises pour aller vendre au nord, au moins les jeunes qui sont dans ces localités pouvaient toutefois faire aussi d'autres business. Donc ceux qui quittent le nord pour venir ici chercher du boulot, s'il y a plus de 3, 4, 5 parcs, ceux qui quittent le Mali, le Niger pour venir faire des achats ici, d'autres conteneurs qui viennent, on ne va plus encore ouvrir des conteneurs à Lomé, mais on les convoie directement là-bas. Cela va permettre aussi aux jeunes de ces localités, de Dapan, de Saint-Cassé, de Kara, à ne plus vouloir descendre vers Lomé. J'ai trouvé l'idée très géniale. Bon, il faudrait aussi... C'est une proposition c'est une proposition d'un Burkinabé. Que c'est très bien. Cela aussi va permettre aussi aux jeunes de ces localités d'avoir quelques activités comme à Lomé. Les gens peuvent
toutefois quitter la maison avec 0 francs, aller au port, mais lui aussi il va trouver quelque chose à faire jusqu'à revenir à la maison avec 500 et 1000 francs. Donc, il faudrait aussi que nous puissions faire ces propositions-là à nos dirigeants pour que nos frères et sœurs qui sont au nord, qui peuvent toutefois être manipulés à tout moment, peuvent avoir accès à ces choses-là. Si un jeune se lève un matin et dit que je pars au parc comme TP3, je pense que au nord, il n'y a pas trop d'activités qui va permettre aux jeunes de gagner rapidement. Ce qui fait que quand le jeune a son bac et autres là, il préfère descendre à Lomé pour voir s'il va trouver un job. Donc, encourageons le gouvernement et surtout prions pour qu'il soit toujours en bonne santé et ensemble, nous allons toutefois relever le défi. Voilà, et il n'y a pas que Dapan, hein. Lomé, Togo, ce n'est pas seulement Lomé et Dapan, c'est vrai. Bon, est-ce que le pays, le gouvernement peut mailler le pays de tous ces projets? C'est vrai, les 5 axes pour Dapan. Je pourrais parler de chez moi aussi à Pabouda. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un salanga à Pabouda pour qu'on puisse penser à Pabouda? Lui va penser à son Guélouvé et puis il va non, je crois que... Il faut dire que le Togo a du travail. Hein, Et puis l'autre aspect, vous savez, quoi qu'on dise, le gouvernement ne peut pas tout faire. Oui. Le gouvernement ne pouvant pas tout faire, il y a également certains ressortissants de ces localités-là qui ont des moyens. Qui peuvent, ne serait-ce que créer une petite entreprise de Piawata. Oui. Pour ne serait-ce que prendre ces jeunes-là, et les jeunes-là peuvent vendre de l'eau, et cela pourra également les occuper. Il y a des gens dans ces localités qui ont des milliards. Oui. Mais on ne sait pas ce qu'ils font avec leurs milliards. Ils sont là, mais, comme vous l'avez dit, c'est quand il y a les joutes électorales qui vont, et vous les voyez, après les élections, ils reviennent encore. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui, vous voyez, avec la crise que nous sommes en train de vivre dans le monde entier, c'est compliqué aujourd'hui pour chaque État de pouvoir investir. Mais je crois qu'avec la conjugaison des uns et des autres, ceux qui ont les moyens pour absorber ces jeunes-là, pourront le faire. Aujourd'hui, le métier le plus facile des frères, lorsqu'ils sont dans ces localités-là, ils viennent à Lomé, c'est qu'on leur achète une moto. Et vous achetez une moto, le monsieur qui ne maîtrise pas le code de la route, vous le jetez en route comme ça, il se fait écraser quelque part. Oui, il y a également les pôles agricoles dans nos localités. Il faudrait aujourd'hui que le gouvernement et ceux qui ont les moyens dans ces localités-là puissent aider également ces jeunes-là à s'occuper au niveau de l'agriculture. Vous savez, il y a plein d'opportunités dans ce pays qu'on peut exploiter si aujourd'hui les gens ont effectivement la disponibilité, la volonté d'aider les gens. Et il faudrait également qu'on puisse faciliter également à cette jeunesse-là l'accès au crédit. Lorsqu'on les facilite l'accès au crédit, les gens vont faire également beaucoup de choses. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut un maillage de l'ensemble et le gouvernement et de ceux qui ont les moyens aujourd'hui. Parce que d'autres disent aujourd'hui, c'est vrai, ils peuvent investir. Mais après, on risque de mettre à leur trousse, effectivement, l'OTR pour dire, mais ceux-là, ils ont trouvé l'argent pour investir. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'on mette en confiance nos compatriotes qui ont les moyens pour investir, pour aider les jeunes. Je crois que vous avez touché un aspect très important. Il n'y a pas que l'État qui peut tout faire. Encore que l'État, c'est toi, c'est lui, c'est moi, c'est nous tous. Ceux qui ont les moyens, effectivement, peuvent faire quelque chose pour soulager, pour un peu décharger l'État en tant que l'entité politique. Mais bon, on ne le sent pas, mais je crois qu'il y a quand même certains qui font l'effort. Il ne faut pas verser le discrédit sur tout le monde. Il y en a qui tentent, mais qui ont sur leur tête l'épée de Damoclès de l'OTR ou de ce qui pourrait leur attirer le malheur. Alors Gilles, avant de finir ce sujet, je ne sais pas si vous avez un élément par rapport à ce que chacun devrait faire pour le développement de sa localité. C'est nous avant tout. Oui, c'est très important. Si ton Agoulevé doit être développé, c'est d'abord toi. C'est normal. Si chacun arrive à jouer son rôle comme dans d'autres pays, en ne mettant pas
tout sur l'État. Je pense que nous devons toutefois y arriver. Mais il y a aussi certaines choses qu'il faut toutefois relever par rapport au comportement de nos populations, même envers leurs cadres autorités. Alors ça, je crois que c'est à considérer aussi. C'est très important. Par exemple, une autorité qui va dans sa localité pour certaines activités autres, pour des petits trucs de malentendu, vous allez voir des jeunes qui s'attaquent à l'autorité. Vous pensez que cette personne-là aura encore le courage de... Non, je pense qu'il faudrait aussi une sensibilisation par rapport à nos populations pour qu'ils sachent que le développement, ce n'est pas seulement l'État, mais les fils et filles de leur localité qui ont les moyens, ils doivent toutefois être en collaboration avec eux. Comme mon grand-père a l'habitude de le dire, celui qui a le moyen plus que toi, tu es obligé de se soumettre. Mais quand tu veux être têtu, il garde son argent, mais c'est toi qui perds. Donc, nous demandons toujours... la main qui demande ne se fatigue jamais. Ne se fatigue pas. Donc, nous allons encore lancer un appel aux bonnes volontés de pardonner ceux qui les ont offensés dans leur localité. Si chacun arrive au moins à mettre... Surtout, c'est le problème de l'eau. Si chacun arrive à mettre en place... Dans son quartier, un forage, je pense que... Comme le grand frère a dit, ça va sauver beaucoup de personnes. Surtout le problème de l'eau. Dans nos localités, je suis allé vers Kamina, à Kebou. Il y a des gens qui habitent derrière les roches. Oh, monsieur Eric, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui vivent, qui sont des Togolais, mais c'est difficile de les reconnaître vraiment que des Togolais. Donc l'État ne peut pas tout faire. Il faudrait que nous, qui sommes des citoyens, ce que tu peux faire, il faut le faire sans attendre l'autorité. Comme on le dit même dans nos quartiers, il y a des lieux où il faut cercler pour éviter que nos enfants soient mordus par le serpent. Mais on dit, si la mairie ne vient pas, on laisse ça là-bas. Mais pourtant, c'est nous qui allons tomber malades. Ce n'est pas la mairie. Ce n'est pas le maire qui habite à côté. Donc chacun doit jouer son rôle de citoyenneté pour que nous puissions toutefois construire la Suisse dont nous parlons de notre pays, le Togo. D'accord. Le développement de notre société, c'est pour tout le monde, c'est tout le monde qui est donc impliqué. Ce n'est pas seulement l'État, on retient ça comme ça, mais que à travers ce plateau, nous avons reconnu les efforts que l'État est en train de consentir dans certaines localités, et nous saluons les projets sociaux lancés dans la ville de Dapaon, et prions que ces projets aillent vite, et que après Dapaon, que ce soit une autre ville, et que notre pays, le Togo, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, puisse se sentir mieux à l'aise. Peut-être rien n'ira plus comme auparavant sur la terre de nos aïeux en matière de mouvement migratoire. L'Assemblée nationale vient de voter une loi qui dormait dans les tiroirs depuis 35 ans, portant création d'une police des étrangers. Elle a été votée à l'unanimité lors de la 6e séance plénière de la première session de l'année parlementaire. C'était devant Dieu et devant la presse. Donc voici les commentaires. Le Togo s'est doté d'un instrument juridique plus adapté à la politique des flux migratoires. C'est ce que l'on apprend de Chronique de la semaine, qui fait sans doute allusion à la loi portant création d'une police des étrangers. Une loi dont l'application vient d'être actée 35 ans après sa proposition le 18 novembre 1987. Contrôle de régularité au séjour des non-nationaux au Togo. Le projet de loi relatif à la police des étrangers, voté par l'Assemblée nationale, renchérit et confirme le quotidien national Togo Presse, qui précise que c'était mardi, au cours de la 6e séance plénière de la première session ordinaire de l'année. Idem dans le libéral, selon qui l'Assemblée nationale venait d'actualiser les conditions générales des migrations des étrangers sur le territoire togolais.
Quelle sera la mission de cette police pour éclairer la lanterne du Togolais lambda? Je voudrais franchement féliciter l'Assemblée nationale pour cette loi. Vous savez, pour ceux qui ont un peu voyagé, qui ont fréquenté un peu d'autres pays, vous allez savoir que quand vous arrivez dans un pays étranger et que vous n'avez pas effectivement votre carte de séjour, vous avez des problèmes. J'ai fait un peu Abidjan, je sais ce que c'est. Vous êtes là, vous êtes en train de prendre bonnement votre attiqué après l'école. Voilà une fourgonnette qui est là, qui vous prend, et puis vous laissez votre attiqué. Vous allez d'abord à la police, on vous pose des questions, est-ce que vous avez votre carte de séjour? Après, bon, on vous libère après. C'était lorsque vous sortez à Abidjan, dans le temps, je ne sais pas si maintenant ça a un peu changé, mais ce n'était pas du tout facile. Mais je crois que ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui pour cette police des étrangers, là, c'est une très bonne chose. Et l'autre aspect, je ne suis pas xénophobe. Vous savez que c'est comme notre pays est en train d'être envahi. Oui. Notre pays il est envahi. Il est envahi. Voilà. Donc, je crois que les 7 millions de personnes, de Togolais que nous sommes, si on compte les Togolais nationaux, vraiment, ça va être entre 4 millions et 5 millions. Le reste, c'est vraiment trop. Donc, je crois que avec ce que le gouvernement est en train de faire actuellement, c'est vraiment une très bonne chose. Avec cette loi au niveau de l'Assemblée nationale, ça pourra vraiment aider. Je crois que c'est au niveau de la gendarmerie que cela peut se faire pour que effectivement l'État puisse savoir contrôler le nombre des étrangers que nous avons effectivement dans le pays. C'est très important et leur accorder effectivement une police, une carte de séjour. C'est important. Très bien. Jules, comment cette loi sera-t-elle appliquée selon vous, puisqu'il y a plusieurs catégories d'étrangers? Il y a les voisins immédiats comme le Bénin, le Ghana, le Burkina, pourquoi pas le Nigeria et la Côte d'Ivoire, ceux de la sous-région et ceux d'outre-mer. Comment ça va se passer? Je pense que pour cette... D'abord, comment vous trouvez la... Je trouve ça très normal parce que si vous rentrez tout de suite, comme le grand frère a cité la Côte d'Ivoire, je vais parler du Gabon. Je pense que c'est chaud là-bas, c'est très chaud, plus que l'Europe même. Donc, si nous arrivons à ce stade-là, il faut savoir que nos gouvernants aussi réfléchissent. Ils réfléchissent vu l'ampleur des étrangers qui envahissent notre pays. Il faudrait aussi réglementer les choses pour permettre à... On ne dit pas de les chasser, mais de réglementer les choses pour que nos frères et sœurs qui pensent qu'on est en train de privilégier les étrangers et qu'ils savent aussi qu'ils sont en règle et eux aussi ils luttent. Par exemple, si vous sortez, vous discutez avec certaines personnes, ils pensent que le gouvernement privilégie plutôt les étrangers dans le pays, favorise les étrangers plus que le citoyen. Et la preuve, quand vous êtes en conflit avec un étranger comme un Nigérien et autres, eh bien, ils ont vite fait la corruption passe quelque part par là, et puis c'est toujours le Togolais qui parfois en sort perdant. Hein. Oui, dans ce cas, comme la Côte d'Ivoire, le Gabon et autres, on dit Gabonais d'abord, c'est comme Ivoirien d'abord. Quelle que soit la situation, si tu es en conflit avec un Gabonais, vous partez au commissariat ou autre, il faut savoir que même si tu as raison, on privilégie d'abord le national d'abord. Donc, il faudrait maintenant que nous félicitons le gouvernement. Après 35 ans, s'ils arrivent à ressortir... Il n'est jamais trop tard. Oui, s'ils arrivent à ressortir cette loi-là pour mettre ça en application, nous devons toutefois les féliciter. Il faut aussi demander à ce que ça soit bien appliqué par ceux qui seront recrutés à exercer cette loi. Parce que une chose est d'initier, la seconde chose est de les appliquer. Donc, nous allons toutefois demander à ceux qui seront chargés à exécuter cette initiative du chef de l'État de le faire pour que nous puissions toutefois être en paix avec les étrangers comme nos frères. Et surtout que ça se fasse réellement pour que ça ne s'arrête pas à l'effet d'annonce, comme c'est le cas pour beaucoup de choses. Là. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Si après 35 ans,
s'il faut voter cette loi et encore mettre cette loi dans les tiroirs, je crois que ce sera quand même triste. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, il faut que le gouvernement prenne le taureau par les cornes. Quand vous allez un peu partout dans nos villes, dans la capitale, vous voyez que la plupart des commerces aujourd'hui, c'est les étrangers qui occupent aujourd'hui ces commerces. La plupart également de ces grands bâtiments que vous voyez aujourd'hui construits à Lomé ou un peu partout, c'est eux. Et je crois que si vous êtes un Togolais, vous voulez acheter un terrain aujourd'hui et qu'on vous donne le prix le matin et le soir vous retournez, on vous dit que quelqu'un a déjà acheté. Justement. On vous a dit avant 6 mois, quelqu'un a payé 3 ans. Quelqu'un a déjà payé, vous voyez. Donc je crois que avec cette police-là, cette loi, cela vraiment peut aider le gouvernement, aider également nos populations à cerner effectivement le bien de cette loi. Parce que cela pourra nous aider à identifier, à savoir qui est qui fait quoi dans le pays. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, si vous voulez louer une maison, vous êtes un Togolais et vous allez, avec peut-être, on vous fixe une somme. On vous dit, c'est vrai qu'aujourd'hui le gouvernement a réglementé le prix du bail des maisons, c'est une bonne chose, mais il faut reconnaître qu'à certains endroits, certains milieux, il y a certains Togolais qui ne peuvent pas louer, à part les étrangers. Et quand vous voyez également nos restaurants aujourd'hui un peu partout, vous ne trouvez pas un Togolais aller au restaurant. C'est les étrangers qui vont au restaurant parce qu'ils ont les moyens. Ils viennent dans notre pays, ils investissent, ils gagnent de l'argent. C'est une très bonne chose. Mais il faudrait que la part qui revient à nous, Togolais que nous sommes, qu'on puisse également quand même bénéficier également de cette part. Lorsque vous êtes en conflit, vous l'avez dit tout à l'heure, avec un étranger, mais c'est l'étranger qui prend le dessus sur vous. Parce que vous n'avez pas, effectivement, vous ne pourrez pas glisser quelque chose, eux ils glissent, et bon, vous tombez. Vous voyez, eux, quand ils glissent, il y a quelqu'un qui les tient par la main de ne pas tomber. Mais si vous glissez, vous tombez, vous ne savez même pas faire, vous allez vous briser. Donc je crois qu'il faut, ce que le gouvernement, l'Assemblée nationale a fait, il faut l'encourager et il faut maintenant qu'on puisse mettre cela en pratique, qu'on puisse les recenser, savoir combien d'étrangers on a, qui fait quoi dans le pays et qu'est-ce qu'on attend effectivement également de ces étrangers-là. C'est important. Oui, il faudrait aussi que la population soit bien informée sur le rôle de cette police des étrangers, pour que, au moment venu de l'application, que les gens n'aient pas des interprétations et que ça puisse créer des conflits du genre xénophobe. On va passer à notre article. C'est à l'unisson et comme un seul homme que les militants et sympathisants du parti Union pour la République UNIR se sont retrouvés à Atapamé le 14 avril pour célébrer ces 10 ans d'existence que l'éveil de la nation précise et que c'est le jubilé d'éteint. En effet, c'était un 14 avril 2012 que le parti Union pour la République, naissait à Atapamé des cendres du rassemblement du peuple togolais RPT, mort le même jour et enterré le même jour également à Blita. 10 ans, ça se célèbre et ce n'est pas la presse qui va se laisser conter l'histoire. Elle était de près ou de loin pour constater de visu la célébration de cet anniversaire depuis Atapamé où il a eu lieu. Voici ses commentaires. Dixième anniversaire du parti UNIR. La célébration commence aujourd'hui. Annonçait voilà les vainqueurs tôt le jeudi matin dans sa parution numéro 365. 10 ans du grand parti et son engagement au service des populations renchérissait Chronique de la semaine qui annonçait lui aussi le début des activités là
même à Atakpami, terre natale du parti. UNIR fête ses 10 ans, lance nouvelle tribune qui rappelle que le parti UNIR a été porté sur fonds baptismaux le 14 avril 2012. Selon la dépêche, UNIR est né des cendres du RPT, Rassemblement du peuple togolais. C'est sous le signe de la paix, de la cohésion nationale et du vivre ensemble que UNIR célèbre ses 10 ans, comme le précise Togo Réveil. Et le canard indépendant de marteler que c'est sur fond des réminiscences du RPT que le parti UNIR a soufflé sa 10e bougie. Le jubilé d'éteint révèle le veille de la nation, a permis au parti présidentiel de faire le bilan de son parcours et envisager les perspectives d'avenir. À l'issue de ces 10 ans, conclut Temps Nouveau, qui les a bien écoutés. Les militants se disent satisfaits du leadership de leur champion, Fort et Sosimna Nyasingbe. Voilà, Gilles, toi qui étais à Tapamé, je t'ai vu sur les images, bien habillé et à UNIR. Quelle était l'ambiance qui a régné sur les lieux et quel rapport avec 10 ans? Oui, merci monsieur Eric. Je vais dire que notre grand parti politique Union pour la République est dans sa 10e année et c'est pas du jeu. 10 ans dans la vie d'une structure, il faut savoir que c'est à féliciter. D'abord, je jette des fleurs à son excellence Fort et Sosimna Nyasingbe, qui est le président national de notre grand parti politique, au bureau exécutif de notre grand parti, à travers son secrétaire exécutif, M. l'honorable Akleso Achone, qui ont montré durant ces 10 ans l'importance de la politique et comment ils ont planifié sur un long moment la formation des militants à comprendre l'enjeu politique sur le terrain. Nous allons aussi dire que les 10 ans de notre grand parti politique à Atakpamé, c'est juste le lancement des activités qui vont se poursuivre jusqu'au 3 mai pour la célébration de ces 10 ans de notre grand parti politique. Et monsieur Eric, gérer un parti politique comme notre grand parti politique Union pour la République, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est le seul parti unique aujourd'hui au Togo qui est bien structuré, organisé, discipliné par rapport à ses activités sur le terrain. Donc, nous devons toutefois... Tu es sûr que si Favre était ici, il allait penser la même chose? Bon, Favre... Je ne dis pas de parler de Favre, mais pourquoi pensez-vous que c'est le seul parti structuré? C'est le seul parti politique aujourd'hui organisé, discipliné et qui est bien reconnu sur le plan national et international politiquement pour la nation. Très bien. Et Jacques, vous n'êtes pas un militant, vous êtes un journaliste, observateur et puis analyste. Alors, 10 ans d'un parti politique comme UNI qui a été célébré le 14 à Tapamé. Quelle analyse faites-vous? Vous savez... UNIR 10 ans. Bon, au cours de la création d'UNIR, on nous avait dit que c'était la fusion-création, fusion-fondation, refondation. Et bon, finalement, aujourd'hui, on a UNIR. Je crois que UNIR est né, selon ce que les confrères, les journaux ont dit tout à l'heure, est né des cendres du RPT. Et vous savez que la plupart de ceux qui étaient dans l'ex-parti RPT se retrouvent également dans le parti UNIR. Aujourd'hui, UNIR contrôle tout. Quand vous prenez la présidence, c'est UNIR, vous prenez la primature, l'Assemblée nationale, c'est UNIR. Je crois que ce qu'il faudrait retenir et reconnaître par rapport au fonctionnement d'un parti politique, les partis politiques sont créés pour la conquête du pouvoir. Et je crois que c'est ce que UNIR est en train de faire. Ils ont compris qu'en créant leur parti, c'est de conquérir le pouvoir, et ils ont le pouvoir, et de l'exercer. Et bon, ils sont en train de l'exercer. Mais ce qu'il faut également reconnaître, c'est que un parti au pouvoir doit également avoir une opposition
qui puisse effectivement constituer un challenge au niveau de ce parti. Lorsque vous êtes un parti au pouvoir, vous n'avez pas une opposition, il faut vous reconnaître que vous ne pourrez pas vous mesurer par rapport au travail que vous êtes en train de faire. Mais il y a une opposition. Parce qu'il faut une opposition tout le temps qui est là, qui puisse, voilà, de temps en temps. J'ai suivi un peu la déclaration du sage Charles Kondi Agba, qui disait que il n'y a pas eu d'opposition constructive au Togo, mais je crois qu'il y a quand même une opposition constructive. Il y a une opposition parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un parti d'opposition au Togo ici qui a demandé à ses militants de sortir avec les gourdins ou les coupes-coupes parce qu'ils sont gênés dans l'exercice de leurs fonctions. Je ne crois pas. Il faudrait quand même reconnaître qu'il y a aujourd'hui des difficultés à certains partis politiques de pouvoir effectivement exercer librement le travail qu'ils veulent. La preuve en est hier, la dynamique Monseigneur Pouyour n'a pas pu organiser sa conférence de presse. On les a empêchés de le faire. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'on les empêche sur un fondement juridique parce qu'ils ne sont pas légalement constitués, ou bien est-ce qu'on les a empêchés d'organiser cette conférence de presse parce qu'ils n'ont pas peut-être l'autorisation? Je ne sais pas. Mais il faudrait éviter ce genre de choses dans une démocratie. Laisser les gens dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous n'avons pas une opposition et qu'on a seulement un seul parti politique fort, dominant dans un pays, vous voyez que quelque part, les gens vont commencer par critiquer. Les gens vont dire, mais pourquoi c'est le seul parti qui contrôle tout? Et finalement, nous, on ne veut pas qu'on exerce effectivement ce que nous voulons. Donc je crois qu'à ce niveau, il faut quand même avoir des ouvertures, laisser les gens organiser leur conférence de presse, laisser les gens manifester comme ils veulent, mais vous savez, la finalité c'est quoi? La finalité c'est les élections. Et quand on parle d'une élection, c'est dans les urnes qu'on reconnaît effectivement le vrai parti. Et vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la CENI, il y a un membre de l'ANC qui est au niveau de la CENI. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que les uns et les autres acceptent quand même que les autres également puissent exercer leur travail sur le terrain. Il ne faut pas les en empêcher. Lorsque vous les empêchez, finalement, les gens vont se dire, mais on dit qu'il y a une ouverture, mais quelque part, lorsque nous voulons le faire, il y a des obstacles. Vous voyez, donc je crois qu'il faudrait éviter ce genre de choses, laisser les gens manifester quand ils en ont besoin, encadrer-les, parce qu'il y a une loi aujourd'hui dans notre pays qui encadre par exemple les manifestations. Il y a une loi dans notre pays aujourd'hui qui autorise, lorsque vous voulez faire une marche par exemple, on sait l'heure à laquelle cette marche va commencer et quand est-ce qu'elle va finir. Donc je crois qu'il faudrait quand même éviter ces couacs-là dans notre démocratie, empêcher les certains d'exercer librement ce qu'ils veulent faire. Donc je crois qu'il faut éviter ça. Par rapport aux 10 ans de l'UNIR, c'est vrai, c'est un parti bien sûr. Comment appréciez-vous le parcours? Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans le pays. C'est vrai qu'entre-temps, Corona est venu saper les efforts de ce qui se faisait dans le pays. Aujourd'hui, il y a également une autre crise mondiale qui est là, qui frappe aujourd'hui les efforts des gouvernants. Mais quand les choses quand même évoluent, on voit qu'avec aujourd'hui le parti, il y a quand même des jeunes. On voit des jeunes qui occupent quand même des postes, pas des moindres. Donc je crois qu'il faudrait également que cela puisse se pérenniser. Il faut donner l'occasion à ces jeunes, donner plus de la valeur à ces jeunes-là qui sont dans ce parti, de pouvoir également s'exercer. Il faut que ces jeunes-là qui ont des talents puissent également occuper des fonctions. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons un peu, excusez-moi le terme, certains qui sont là, qui sont les bras valides, qui sont tellement intelligents, mais qui ne font rien parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'il faut aller. Je crois qu'il faut les valoriser. Et l'autre aspect, il ne faut pas seulement s'attendre à être militant d'un parti avant de pouvoir être valorisé dans une fonction. Et c'est là que j'apprécie beaucoup les efforts que le président Faure Gnassingbé a eu à faire. Nous avons vu certains qui sont là aujourd'hui au niveau de certains postes. On ne les connaissait pas ni au sein du RPT,
ni au sein du NIL, mais aujourd'hui ils occupent des postes, pas des moindres. Donc je crois que c'est une ouverture. Il faut accepter aujourd'hui que ceux qui ont de la valeur, ceux qui ont également le talent pour le pays là, de les accepter à pouvoir faire effectivement le travail. Et surtout quand on parle de jeunes, nous avons un jeune, nous avons quelqu'un que je peux considérer comme ambassadeur des jeunes auprès du parti, c'est Jules Ferry. Vous nous parliez des activités qui seraient au programme de ce 10e anniversaire et dont le lancement n'a fait que avoir lieu à Atapamé. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur d'autres choses que UNIR est en train ou entend faire jusqu'au 3 mai? Par rapport au programme jusqu'au 3 mai, je pense que le parti serait là pour communiquer sur le programme à venir. Nous avons tenté en vain d'avoir le secrétaire exécutif, de même que le président des sages du parti UNIR, qu'on a quand même entendu sur d'autres réseaux, mais on n'a pas pu l'avoir sur ce point. Oui, vous devez patienter par rapport au programme d'Atapamé. Il y a un communiqué officiel qui est sorti par le parti signalant que le parti organise le lancement des activités au niveau de Kara. Donc vous allez patienter dans les jours à venir et avoir un communiqué officiel. C'est ça. Par rapport au sujet de l'analyse du grand frère, je pense que aucun parti politique n'est empêché au Togo d'exercer librement, parce que dans les jours passés, vous allez voir que d'autres partis politiques ont organisé des conférences de presse. Il y a eu le cas, donc il faudrait au moins prendre le temps pour comprendre, surtout que peut-être il peut y avoir des illégalités dans certaines choses, peut-être ils n'ont pas l'autorisation. Souvent les gens ne vont pas tout droit aux informations avant de juger. Puisque s'il y a déjà eu certains partis politiques qui ont pu faire des manifestations, des meetings et des conférences de presse, et d'autres, on a dit non, il faut savoir que peut-être qu'ils ne sont pas en règle. Le second point, et notre parti politique n'est pas un parti qui contredit ou bien qui s'oppose à d'autres partis politiques de faire leur activité. Chacun est libre de faire ses activités. Mais pour construire une nation... C'est un exemple isolé qu'il a fait que citer, sinon... S'il faut construire un pays comme le sage l'a dit à Atapamé, il faut de l'opposition qui va permettre aux gouvernants d'avoir des critiques. Avoir l'esprit critique, c'est différent d'avoir l'esprit de critique. Donc, je pense que si nous allons sur ce terrain, nous allons toutefois passer à côté de l'événement que nous aurons à faire pour la bonne cause de notre nation. Donc, essayons juste de rester dans la ligne de notre parti. Et ce qui concerne d'autres partis aussi, ils ont leur agenda, ils ont leur programme, ils ont leur vision, leur vision de faire les choses. Chacun a sa vision de faire les choses. Nous parlons de notre grand parti politique qui est uni, qui est organisé et structuré, unique aujourd'hui. Parole d'un militant, nous rendons grâce à Dieu. Je ne sais pas si le président a quelque chose à répondre. Je l'ai vu prendre du souffle. Oui, c'est-à-dire que je serais tenté d'être d'accord avec lui sur un point. Si UNIR n'était pas, par exemple, un parti d'État. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dissocier ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont au niveau du parti. En fait, tous les débats à ce niveau. Si vous dites que non, qu'on n'empêche pas les partis politiques d'exercer librement leurs activités, mais qui les empêche? Celui qui les empêche, c'est un ministre qui est chargé de l'administration territoriale, qui fait partie du parti UNIR. En fait, tous les débats à ce niveau. C'est pourquoi si on dissociait par exemple le parti État et par exemple les ministres, il n'y a pas de souci. Donc je ne tente pas de dire que UNIR a un problème. Pas du tout, je n'ai pas dit ça. Mais ce que j'ai dit, en tant que parti au pouvoir, il faut avoir également une opposition qui puisse tout le temps, si vous mettez les pieds ici, que l'opposition puisse dire non, eux ils ne sont pas d'accord, vous puissiez corriger. En fait, c'est ça. Si vous êtes un parti et vous n'avez pas d'opposition, ça je vous dis,
vous allez penser que vous êtes en train de bien faire, mais après vous allez vous rendre compte que ça là, c'est pas bien. C'est pas pour rien qu'il y a une opposition au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une très bonne chose. Lorsqu'il y a un débat contradictoire dans un pays, cela aide toujours la démocratie à avancer. Mais avoir une opposition qui chante toujours la même chanson, je pense que c'est une perte de temps. Nous parlons de l'anniversaire de l'UNI, on ne va pas trop s'appesantir sur l'opposition. C'est vrai que Charles Kondi Alba a dit que l'opposition a lâché prise, mais ça c'est son point de vue. Justement. Nous, journalistes et analystes, nous nous mettons au juste milieu et nous attendons de voir sur le terrain. Bientôt les échéances électorales vont s'annoncer. On va passer au dernier sujet, celui du terrorisme. La question du terrorisme et du djihadisme devient de plus en plus préoccupante en Afrique, surtout subsaharienne. La paix est sérieusement menacée et les journaux ne cessent de crier. C'est l'exemple de Nouvelle Opinion qui parle d'un projet de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme que le Conseil national des patrons de presse et la coalition des organisations des jeunes contre l'extrémisme violent s'apprêtent à combattre dans une synergie d'action. Nous les encourageons. Entre-temps, le Messager nous informe que la conférence que le Togo s'apprêtait à accueillir sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique a été reportée. Chers invités, Jacques, avez-vous une idée sur les raisons du report de cette conférence que les gens attendaient, surtout dans son deuxième volet, la lutte contre le terrorisme? Non, vous savez, je crois que c'est une bonne chose de reporter cette conférence parce que on nous a parlé des transitions. Qui parle de transition, quand vous prenez aujourd'hui le cas du Mali, jusqu'à présent, on ne sait pas par où commencer pour que cette transition-là prenne fin. Vous prenez le cas du Burkina, c'est la même chose. Vous prenez le cas de la Guinée et Conakry, c'est la même chose. Donc vous voyez se retrouver au Togo pour parler par exemple de cette transition et qui n'ont pas encore d'issue, que ça serait quand même pas bien. Je crois que les autorités ont bien fait de reporter cette conférence pour mieux voir, parce que vous avez vu cette semaine, le président Faure Gnassingbé était en Côte d'Ivoire. Il a échangé avec son homologue Ouattara. J'ai senti en Faure Gnassingbé qu'il veut que le Mali sorte définitivement de ce problème. Parce que quoi qu'on dise, si le Mali souffre, ce n'est pas seulement les Maliens qui souffrent, c'est l'Afrique. Quand vous allez aujourd'hui au Sénégal, je vous dis que le Sénégal souffre plus que le Mali. Même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire souffre également plus que le Mali. Parce que la plupart des titans qui quittaient la Côte d'Ivoire tous les jours vers le Mali, les titans là sont bloqués. Les titans qui quittaient par exemple le Sénégal vers le Mali, les titans sont bloqués. Donc je crois qu'il faut définitivement trouver la solution à ce problème. Vous voyez, quand on parle par exemple du terrorisme, ce n'est pas seulement le fait de prendre les armes, aller tuer les gens, mais le fait de bloquer également le commerce entre les gens, c'est le terrorisme. Vous ne pouvez pas bloquer les titans des gens pendant des mois, parce que certains ont refusé ce que vous voulez et vous les bloquez. Ça aussi, c'est du terrorisme. Il faut qu'on ait le courage de le dire et qu'on puisse trouver effectivement une solution définitive à ce problème, parce qu'après tout, nous sommes des Africains. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours nous les Africains, on ne peut même pas s'entendre sur des sujets, on se laisse manipuler, on est là, on souffre entre nous, on se tue, et les autres là, ils sont en train de rire. Aujourd'hui, si vous voyez... Et de se moquer. De se moquer de nous. Donc je crois qu'il faudrait que... J'ai apprécié beaucoup le déplacement, surtout le discours du président à Abidjan. Il faudrait que ce discours-là puisse trouver un écho favorable, qu'on puisse sortir définitivement là de ce problème. Vous avez vu que ça continue toujours pas s'enliser au Mali. En Guinée-Conakry, n'en parlons pas. Et le Burkina aussi, on ne peut pas... Donc je crois qu'il faudrait qu'on puisse... C'est vrai que les États se sont retrouvés, les chefs de renseignement se sont retrouvés au Bénin la fois passée pour voir comment conjuguer leurs énergies pour créer une force tampon pour pouvoir combattre ces terroristes. Mais il faudrait d'abord que nous puissions sortir de cette pauvreté, de cette misère, les populations du Mali, cette sanction inutile
qui n'est pas toujours du tout bonne. Nous sortons de cela, et si nous arrivons à sortir de ça, vous allez voir que les gens ne seront plus tellement braqués, et les gens ne vont plus encore porter ces ceintures-là et être recrutés encore pour aller encore gonfler le clan de ces djihadistes. Parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, les gens sont aigris. Les gens sont aigris par rapport à ce qui se passe au Mali. Et lorsque ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Vous allez auprès de ces personnes-là, de grossir le rang de cette... Vous croyez qu'ils ne vont pas aller? Ils vont aller, parce qu'ils vont se dire, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à gagner. Mais c'est ça. Jules, est-ce qu'il n'est pas temps de repenser vraiment cette histoire de la lutte contre le terrorisme? Parce que vraiment, plus on en parle, plus on se mobilise. Combien de fois des chefs d'État et de gouvernement, combien de fois des ministres de la sécurité ne se sont pas réunis pour parler de ce phénomène? Mais on dirait que plus on en parle, plus le phénomène prend de l'ampleur. Oui, monsieur Eric, par rapport au passé, si nous lisons très bien la situation par rapport au passé, au temps de Kadhafi, au temps de Blaise Compaoré et autres, je lisais hier un article qui concerne le Burkina où le chef de l'État parlait d'une négociation avec les chefs terroristes ou bien chefs rebelles ou autres là. Comment est-ce que ces personnes-là avaient géré la situation et nous n'avons jamais entendu parler de ces attaques-là? Aujourd'hui, vous voyez qu'on change de président parce qu'il n'arrive pas à maîtriser la situation. Mais le nouveau qui vient, la situation s'empire autrement. Avant-hier seulement, au Burkina, où le président Roch a été déposé, il y a encore eu des attaques, il y a eu des morts. Mais c'est à cause de cette gestion-là que l'armée a décidé de prendre le contrôle de la chose. Mais la situation s'empire toujours. C'est pas mieux de réfléchir autrement pour voir ceux qui ont précédé là et ceux qui étaient à la tête de ces pays-là, comment est-ce qu'ils avaient géré et que la sous-région était si calme. Mais une fois que nous ne voulons pas chercher la source du problème et voir quel était le bâton magique où ces personnes-là utilisaient, chacun se dit oui, j'ai la solution, je peux le faire. Mais quand ils viennent, la situation se dégrade de plus. Donc c'est mieux de se calmer aujourd'hui pour réfléchir, parce que tous ne sont pas morts. Ceux qui géraient cette crise-là ne sont pas morts. Il faut avoir l'esprit d'humilité, parce que c'est les innocents qui perdent leur vie dans cette situation chaque jour. Voyez ce qui s'est passé l'autre fois au Burkina, où tout un bus a été attaqué. Personne n'est sorti vivant. Donc, il faudrait maintenant, comme notre champion est en train de faire le pas, un homme de paix comme son papa, il faudrait maintenant que nos dirigeants africains de la sous-région se réunissent pour voir autrement. Un sage est un sage. Si vous arrivez à bien faire un truc, il faudrait maintenant qu'on s'approche de vous, monsieur Eric. Comment est-ce que vous arrivez à faire votre rédaction et tout le monde apprécie? Au lieu de dire que je peux le faire, mais en fin de compte, je ne fais que créer d'autres soucis. Mon président, votre avis me plaît là-dessus, ça va être la dernière réponse. Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser, à votre avis, vraiment, cette lutte contre le terrorisme? Parce que ça fait longtemps qu'on y est, mais jamais de solution. Non, au fait, c'est que les gens ne sont pas sincères dans ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas de sincérité dans ce qui se fait aujourd'hui au niveau de ces pays. Posez-vous la question, est-ce que l'Afrique fabrique les armes? Non. Justement, l'Afrique ne fabrique pas les armes. Vous prenez par exemple le Mali, est-ce qu'il y a un port au Mali? Vous prenez le Burkina, est-ce qu'il y a un port au Burkina? Mais les armes transitent où pour aller là-bas? En fait, c'est ça le problème. Ça dit que dès qu'on n'a pas la sincérité, on n'est pas sincère, je vous dis que les gens sont dans leurs intérêts. C'est l'hypocrisie. Les gens sont dans des intérêts, il y a des lobbying qui sont là, les gens font ce qu'ils veulent. D'où nous, Africains, on ne veut pas s'entendre pour dire mais on va mettre fin, mais écoutez, on va nous manipuler. Et c'est ce qui continue. C'est vraiment dommage, triste ce qui se passe. Je l'ai dit tout à l'heure au Mali, que des Africains se réunissent à un sommet et qu'on dise à partir d'aujourd'hui que le Mali ne reçoit plus l'argent. Le Mali ne fait plus ceci ou cela. Mais finalement, c'est des êtres humains qui sont là-bas. Ou bien, Eric,
C'est des êtres humains comme nous. C'est nos frères. Hein? On dit bon, parce qu'ils ont refusé de donner une date butoir par rapport à une transition. Donc, il faut les sevrer. Vous les sevrez. Entre-temps, les gens ont cru qu'en le faisant, les coups d'État ne vont plus se répéter. Mais ça continue au Burkina ou pas? Actuellement, le Guinéen, on ne sait pas. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quel jour lui aussi il va fixer la date des élections. Donc, bientôt, la CEDEAO encore va se retrouver pour prendre encore des sanctions. Jusqu'à quand? Triste constat. Et c'est sur ce triste constat que nous allons mettre fin à notre messe d'aujourd'hui, puisque l'heure qui nous est impartie est largement partie. Donc, c'est la fin de la messe de ce jour. Merci à vous qui l'avez suivi partout dans le monde grâce à nos applications YouTube et Facebook. Merci à vous, chers invités. Merci, mon président Jacques, pour votre disponibilité et votre diligence. Merci à mon frère et ami Jules Ferry-Agbo, président du mouvement Fort et Grand, et puis ambassadeur, analyste politique, ambassadeur du genre et développement. Vous êtes le directeur, le patron de la première radio de l'évangile, la JVA, comme on l'appelait quand nous étions à sa création, la radio de l'évangile, et puis analyste politique également. Merci pour ce plaisir que vous nous avez fait. Merci à vous qui nous avez aidé à réaliser cette émission. Je parle là de mes amis les techniciens. Djelil Djela, dont vous avez entendu la voix sur la revue. Et sur Kassi Antoine qui s'occupe du cadrage. Et de l'autre côté, c'est la charmante Simone Abi qui nous met en orbite pour que vous puissiez nous voir partout dans le monde. Bon retour à chacun chez lui, sous la protection divine. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Et comme d'habitude, voici une pensée du jour que je voudrais partager avec vous. Elle m'a été confiée par Dieu la nuit d'hier, alors que Jésus renaissait. La pensée dit ceci: ce n'est pas parce que le pénis est trop lourd qu'on le tient avant d'uriner, c'est par respect à lui pour la fonction qu'il occupe. Ce n'est pas parce que le pénis est trop lourd qu'on le tient avant d'uriner, mais c'est par respect à lui pour la fonction qu'il occupe. C'est ce que Dieu m'a dit hier pour vous. Bonne méditation. À dimanche prochain. Au revoir.